nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un crime cauchemardesque. On a retrouvé du sang dans l'évier, la baignoire et par terre. Il y avait tout l'attirail pour découper un corps. Un suspect rusé à l'identité mystérieuse. Il louait le logement à une femme qui était en réalité un homme. On se croirait dans le film Tootsie. Et un jeu tordu du chat et de la souris qui a tourmenté les autorités pendant plus de 20 ans. Il s'est évaporé, comme par magie. Argent, pouvoir, travestisme, drogue, alcool. Bref, un joli mélange. Un millionnaire fou, une princesse de la mafia et une série de meurtres commis d'un bout à l'autre des États-Unis. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Galveston n'est pas le bout du monde, mais vous pouvez l'apercevoir de là-bas. Septembre 2001. Un fils et son père pêchent en bord de mer à Galveston, au Texas. Le garçon a repéré des sacs qui flottaient. Quand il a aperçu un torse, il a hurlé qu'il y avait un corps dans l'eau. La police est appelée sur les lieux. Il manquait la tête. Il y avait 3 sacs plastiques en tout. L'un contenait 2 bras, le deuxième renfermait une jambe et le dernier l'autre jambe. Une personne qui ne connaît pas Galveston pense que si elle jette un papier dans l'eau, le courant emportera son déchet au loin. Mais c'est une erreur. À Galveston, tout finit toujours par revenir. Plusieurs indices sont découverts dans ces restes macabres. Il y avait un ticket de caisse en provenance d'une quincaillerie, où quelqu'un avait acheté une bâche de protection et des sacs poubelles. Il y avait aussi l'emballage en carton d'une scie à bûche qui avait coûté 6,99 $. La police a également retrouvé un préavis d'expulsion adressé à un certain Maurice Black. Ce document mène la police à un appartement d'un quartier miteux de la ville. Les policiers se sont rendus sur place et ont fouillé les poubelles. Il y avait un pistolet et des munitions, un sac imbibé de sang, des bâches de protection, tout l'attirail nécessaire pour découper un corps en morceaux. Une chose est sûre, c'est que Maurice Black, 71 ans, homme à tout faire et réparateur de montres, a disparu sans laisser de traces. La police a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement. Ce qui a choqué les enquêteurs, c'est que les murs de l'appartement avaient été lavés. Il n'y avait aucune empreinte, même pas celle de Maurice Black. Mais le nettoyage n'est que superficiel. Le luminol a provoqué un véritable feu d'artifice. La cuisine était jonchée de traces de sang. Les traînées de sang mènent jusqu'à l'appartement voisin de celui de Maurice Black. C'était un véritable carnage. Il y avait du sang dans l'évier, dans la baignoire, par terre. La police a également trouvé des chaussures ensanglantées, un couteau à éplucher, une bâche de protection. C'était une atmosphère vraiment macabre. Quoi qu'il soit arrivé à Maurice Black, nul doute que ça s'était produit dans cet appartement. L'appartement est loué à une femme d'âge moyen prénommée Dorothy Sainer, l'une des locataires les plus étranges du propriétaire. Cette personne était en fait un homme habillé en femme et qui portait une perruque de bien piètre qualité. Le propriétaire a déclaré à la police que c'était la femme la plus laide qu'il avait jamais vue. Prétendant être sourde-muette, Dorothy Sainer ne communique que par écrit. Elle payait ses loyers avec plusieurs mois d'avance et toujours par mandat postal. C'est une situation extrêmement rare pour un logement aussi miteux à Galveston. Elle n'était pas originaire du coin. La police a donc effectué des recherches, mais n'a trouvé aucune trace de l'existence d'une Dorothy Sainer à Galveston. Ce mystère épouvantable frappe le littoral texan aussi violemment qu'un ouragan.
Tout le monde veut savoir comment un malheureux homme à tout faire peut finir découpé en morceaux dans des sacs plastiques. Et quel rôle a pu jouer l'étrange voisine dans cette histoire? Les enquêteurs se concentrent sur un indice découvert dans l'appartement. Une carte de rendez-vous chez un opticien pour un certain Robert Durst. Ce monsieur avait rendez-vous pour récupérer une paire de lunettes. Étrangement, la police ne trouve aucune trace d'un Robert Durst vivant à Galveston ou dans les environs. Une recherche nationale est lancée pour Robert Durst et Dorothy Signer. On a trouvé une Dorothy Signer totalement abasourdie. Cette femme n'avait jamais mis les pieds au Texas, ne savait pas où situer Galveston et n'avait donc jamais loué d'appartement là-bas. Mais un lien est établi entre Dorothy Signer et Robert Durst, un lien qui nous ramène des décennies plus tôt. Les enquêteurs découvrent que Dorothy Signer et Robert Durst étaient camarades de classe. Robert Durst a par la suite utilisé le nom de la jeune femme pour louer l'appartement. La conclusion de tout ça était que Robert Durst, pour une raison qui lui appartenait, s'était inventé une nouvelle identité et s'habillait en femme. En réalité, Robert Durst et cette Dorothy Signer n'étaient qu'une seule et même personne. 9 jours après la découverte du corps, Durst se présente chez l'opticien pour récupérer ses lunettes. Les enquêteurs l'y attendent. À son arrivée, ils l'interpellent et l'arrêtent pour le meurtre de Maurice Black. Il a été emmené à la prison du comté de Galveston. Sa caution était fixée à 300 000 $, ce qui, à l'époque, représentait une somme record pour cette prison, y compris pour une accusation de meurtre. D'autant plus élevé pour un client de passage comme Robert Durst. Les autorités pensaient qu'il s'agissait encore d'une personne itinérante, comme les milliers d'autres qui peuplent Galveston. À ce moment-là, on le considérait comme un cinglé un peu perdu qui avait découpé son voisin en morceaux. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Monsieur Durst réussit à se faire envoyer l'argent pendant la nuit et il est libéré avant que la police ne se rende compte que l'accusé avait assez d'argent pour payer sa caution. Robert Durst se volatilise de nouveau. Ce n'est que le lendemain que les enquêteurs découvrent qui il est vraiment, le fils d'un milliardaire de New York. Né en 1943, Robert Durst grandit à Scarsdale, une banlieue chic de New York. Il est l'héritier de l'une des plus grandes sociétés immobilières de Manhattan. À cette époque, la société possédait au moins 10 gratte-ciel à New York. Leur holding se développait et les Durst faisaient partie des familles les plus influentes de l'État de New York. Qui aurait pu imaginer un seul instant que l'héritier d'un empire immobilier de plusieurs milliards de dollars à New York logerait dans un appartement miteux de Galveston au Texas, au loyer mensuel de 300 $ et habillé en femme? La fortune n'est pas gage de bonne santé mentale. En fait, vivre dans le luxe peut avoir de drôles d'effets sur les gens, et cette affaire en est une parfaite illustration. Après que la police de Galveston a libéré Robert Durst, elle découvre que ce n'est pas la première fois qu'il est accusé de meurtre. Arrêté suite au meurtre et au démembrement macabre de Maurice Black à Galveston, Robert Durst paie sa caution et disparaît. Mais ce n'est qu'à ce moment que la police découvre le passé troublant du suspect. Au début des années 70, Robert Durst travaille pour la société immobilière florissante de sa famille. Il occupait un poste moyennement important au sein de l'entreprise Durst. Il gérait des immeubles et collectait les loyers. L'une de ses locataires s'appelle Cathy McCormack. Elle était issue de la classe ouvrière de Long Island, lui d'une famille très fortunée de New York. Au bout de plusieurs rendez-vous, ils se sont mis en couple, puis quelques temps plus tard, ils se sont mariés. J'ai rencontré Cathy à l'université. C'était une fille très drôle et très courageuse. Elle était gentille et très belle aussi. C'était une perle. Au début, Cathy et Bob semblent faits l'un pour l'autre. Il avait 29 ans et elle 19 quand ils se sont rencontrés. C'était un peu le prince charmant qui rencontrait Cendrillon.
Ils sortaient souvent dans des boîtes branchées de New York. Et ils sont rapidement devenus le couple tendance. Le couple possède un appartement de luxe dans Manhattan ainsi qu'une maison de campagne au nord de l'État de New York. Elle a vécu un fort chamboulement. Et je suis certain qu'elle a été séduite par le style de vie que cet homme lui proposait. Tout cet argent, cette puissance et les hommes politiques à leurs bottes. Mais après quelques années, le mariage parfait semble montrer quelques fêlures. Pour être bref, disons qu'il avait cette étrange habitude de tout le temps crier après les autres. Hurler plutôt. Il agissait d'une façon telle que les gens étaient obligés de le remarquer, mais pas pour de bonnes raisons. Il fumait beaucoup de cannabis. C'était dans sa nature. Il consommait beaucoup de cocaïne et de cannabis. Bobby Durst était véritablement accro à l'herbe. C'était l'époque qui voulait ça, les années 70. Les millionnaires excentriques sont monnaie courante à New York. Et comme nous l'avons entendu, ce type de personnage peut parfois adopter un comportement qui laisse à désirer. Très vite, Bob Durst sombre et fait montre d'une attitude obscure et dangereuse. Au bout de 3 ou 4 ans, Bob adopte un comportement de plus en plus violent envers Cathy. Les légères bousculades du début se transforment vite en coups. À Thanksgiving, Cathy était assise sur le canapé et elle ne s'est pas levée assez vite au goût de Bob. Il est revenu dans la pièce, comme une furie, et l'a levée en la tirant par les cheveux. Elle m'appelait tard et elle se plaignait de la violence de Bob. Elle avait peur de lui. Il l'avait déjà envoyé à l'hôpital. Paradoxalement, elle le craignait, mais elle pensait être capable de le gérer. Elle se disait que ça finirait par s'arranger. Cathy veut autre chose qu'une vie fusionnelle de couple. Elle ne voulait pas être juste l'épouse d'un homme riche. Elle voulait devenir une femme accomplie. Cathy s'inscrit en école de médecine pour devenir pédiatre. Bob est loin d'être enchanté. Plus Cathy devenait indépendante, moins Bobby le supportait. Elle était sur le point d'obtenir son diplôme de pédiatre. Il aimait contrôler les autres, et là, la situation lui échappait. Mais au fil du temps, Cathy n'est plus seulement insatisfaite. Elle est terrorisée. Elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Hélène, si jamais il m'arrive quelque chose, cherche du côté de Bob. Ce sera lui le coupable. Il ne faut pas qu'il s'en sorte. En janvier 1982, Cathy se rend seule à une soirée. Ce soir-là, Bobby n'avait cessé d'appeler Cathy pour lui demander de rentrer à la maison. Vers 19h, elle dit au revoir à son ami avant de disparaître dans la nuit enneigée. On ne la reverra plus jamais. Ce n'est que 5 jours plus tard que Bob Durst finit par déclarer la disparition de sa femme. On a vérifié auprès des hôpitaux, consulté les dossiers de personnes retrouvées, ce genre de choses, rien, zéro. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Puis on a découvert que Bobby avait jeté les effets personnels de sa femme. Ses livres, ses manuels de médecine, tout avait fini à la poubelle. Son comportement était à l'opposé de l'attitude qu'adopterait un mari aimant dont la femme a disparu. Il était pratiquement en train de l'effacer de sa vie. La police a été mise au courant très rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu leur principal suspect. Mais sans corps, la police ne peut rien faire. Il l'a tuée et il a fait disparaître son corps. On n'a jamais pu la retrouver, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne sait pas que c'est lui le coupable. Bobby a parlé à la police, puis il a décidé de se taire et de faire appel à un avocat. À partir de ce moment-là, Robert Durst ne communique que par le biais d'une ancienne amie, Susan Berman. Ils s'étaient rencontrés plusieurs années auparavant, à l'université. Ils s'étaient liés d'amitié et étaient restés en contact depuis tout ce temps. Elle était très proche de Bobby. Elle l'adorait. Il était comme un frère pour elle.
Suzanne a toujours soutenu Bobby. Et ça n'a pas changé après la disparition de Cathy. Susan était journaliste, mais elle devait sa réputation au fait qu'elle était aussi la fille du truand Davy Berman, qui sévissait à Las Vegas. Davy Berman était le bras droit de Bugsy Siegel. Il a passé beaucoup d'années en prison à la place de Siegel. Et en échange, ce dernier lui a offert l'hôtel Flamingo. Elle était la star du Flamingo. Tout le monde la connaissait. Les danseuses, les croupiers, tout le monde la saluait et la traitait comme une princesse. Davy Berman a écrit plusieurs livres sur sa vie au sein de la mafia. Elle n'a jamais renié ses racines. Elle en était même plutôt fière. Suzanne avait une mentalité de mafioso concernant la loyauté. Elle aurait fait tout son possible pour les personnes qu'elle considérait comme ses amies. Il se peut qu'elle ait aidé Bob à dissimuler le meurtre. Quelque chose d'étrange est arrivé. Alors qu'on sait aujourd'hui que Cathy avait déjà disparu à ce moment-là, le doyen de la faculté de médecine a reçu un appel téléphonique. Une femme prétendant être Cathy Durst a dit qu'elle ne viendrait pas en cours car elle ne se sentait pas très bien. Une femme adulte étudiant la médecine n'aurait jamais appelé le doyen pour signaler un banal mal de ventre. Je pense que la femme qui a passé le coup de fil était Suzanne Berman. Elle a joué un rôle, a prétendu être Cathy et passé l'appel. Elle voulait couvrir Bob. Mais ce n'est pas le seul appel téléphonique qui intrigue la police. Bobby a déclaré qu'il s'était rendu dans le Connecticut juste après la disparition de Cathy. En réalité, d'après ses relevés téléphoniques, il a passé un appel en PCV depuis Ship Bottom, dans le New Jersey. Ship Bottom est un nom évocateur pour les enquêteurs. Cette ville est à quelques encablures d'un célèbre cimetière mafieux connu sous le nom de Pine Barrens. Et l'interlocuteur de Bobby n'est autre que Susan Berman. Les enquêteurs sont persuadés que Bobby a tué sa femme et qu'il a abandonné son corps près de Ship Bottom, soit dans l'océan, soit à Pine Barrens. Mais puisqu'ils n'ont aucune preuve, leur théorie repose uniquement sur des présomptions. L'affaire est délaissée et Bobby disparaît. Au cours de la décennie suivante, Robert Durst se fait aussi discret que possible. Personne ne sait ce que fabrique Bobby Durst. Bobby disparaît, il est là, mais personne ne sait exactement où. Il possède non seulement une superbe demeure à New York, mais aussi une autre dans le Connecticut et une en Californie. Au début des années 90, après la mort de son père, Robert Durst refait surface et tente de prendre les rênes de l'entreprise familiale. On lui annonce que ce n'est pas lui qui sera à la tête de l'Empire Durst, mais son jeune frère. En gros, si on lit entre les lignes, ça signifie que sa propre famille a peur de lui et ne veut rien avoir à faire avec lui. Sa propre famille le rejette. Sa famille le considérait un peu comme le parrain. Et ça ne lui faisait pas vraiment plaisir. Pauvre Bobby. Il devra se contenter de la pension annuelle de 3 millions de dollars que lui octroie sa famille s'il accepte de garder ses distances. Malheureusement, la fortune et le luxe ne suffiront pas à le tenir à l'abri des problèmes. 17 ans après le meurtre présumé de Cathy Durst, l'affaire est loin d'être oubliée. Pendant l'été 1999, Joe Becerra, enquêteur dans l'État de New York, reçoit un renseignement de la part d'un détenu désireux de réduire sa peine de prison. Il a déclaré qu'il connaissait une fille prénommée Cathy Durst, qui avait été assassinée par son mari en 1982. Il a dit que son corps était enterré sous une cabane dans leur propriété en bordure de lac, près de South Salem. Le renseignement s'avère faux, mais Joe Becerra est intrigué par l'affaire. Beaucoup de questions étaient restées sans réponse. J'avais l'opportunité d'essayer de découvrir ce qui lui était arrivé. Je ne pouvais pas me contenter d'oublier ou d'ignorer cette affaire. L'espoir était de nouveau permis. Je me suis dit qu'on allait enfin avoir le fin mot de l'histoire, après toutes ces années d'attente.
La police a obtenu un mandat pour fouiller la maison qui appartenait alors à de nouveaux propriétaires. La famille et les amis de Cathy ont été de nouveau entendus. Tout à coup, 20 ans plus tard, la police s'est remise à chercher des preuves médico-légales. Les enquêteurs se penchent aussi sur la soirée lors de laquelle Cathy a été vue pour la dernière fois et obtiennent un nouvel aperçu de l'état d'esprit de la jeune femme. Elle avait bu 2 bouteilles de vin et avait pris 2 grammes de cocaïne. Les policiers apprennent que Cathy et Bob Durst ont plusieurs conversations téléphoniques agitées ce soir-là. Selon des amis proches, les jours précédant la disparition de Cathy sont obscurcis par des querelles, notamment d'ordre financier. Elle lui avait demandé quelques milliers de dollars afin de payer les frais de scolarité et ouvrir son cabinet. C'était un homme fortuné, mais très près de son argent, à tel point que Cathy était parfois obligée d'emprunter de l'argent à ses amis. Les jours précédant sa disparition, ses amis avaient tenté de la convaincre de mettre un terme à cette relation. Au dire de tous, Cathy aime les avantages liés au nom de la famille Durst. Mais il ne fait aucun doute qu'elle souhaite en finir avec ce mariage. Côtoyer les riches et les célébrités n'en vaut pas la chandelle. Il est évident que les tensions et les disputes étaient passées au cran supérieur. L'un et l'autre étaient on ne peut plus remonter à cette époque, et leur consommation de drogue n'arrangeait pas la situation. Cathy est rentrée chez elle pour chercher la bagarre, et elle l'a trouvée. Mais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là demeure un mystère. 20 ans après, l'affaire mise au placard trouve un nouveau souffle. Les enquêteurs se rapprochent de plus en plus de ce qu'ils pensent être le terme de l'affaire et veulent prouver que c'est bien Bobby Durst, l'ex-mari de Cathy, qui est responsable, non seulement de sa disparition, mais aussi de son meurtre. Bobby était de nouveau le suspect numéro 1, 20 ans après les faits. La réouverture du dossier fait la une des journaux dans tout le pays. Dès que les gros titres sont apparus, Bobby Durst a quitté la ville pour Galveston, au Texas, où il a loué un appartement sous le nom de Dorothy Siner, une femme sourde et muette. L'accusation souhaite ardemment avoir un entretien avec l'amie de longue date de Bobby, Susan Berman, et celle-ci semble mûre pour une conversation honnête. Elle était fauchée et n'arrivait pas à décrocher de boulot. Elle était dans de sales draps. À cette époque, un simple poulet lui permettait de se nourrir pendant 2 semaines. Elle a commencé à réclamer plus d'argent à Bobby, plus que d'habitude. Robert Durst envoie un chèque de 25 000 $ à Susan Berman. Quand il a appris que l'enquête était rouverte, il lui a de nouveau envoyé de l'argent. Un autre chèque de 25 000 $. Au même moment, la police s'entretient avec elle pour savoir ce qu'elle se rappelle des faits s'étant déroulés 20 ans plus tôt. Et Susan Berman semble prête à tout déballer. Elle a organisé des entretiens avec le New York Times et la police de New York. Suzanne m'a dit qu'elle détenait des informations dont la révélation allait provoquer un véritable tremblement de terre. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, mais elle ne s'est pas montrée plus précise. Alors je l'ai suppliée d'être prudente. Pendant toutes les années qui ont suivi la disparition de Cathy, la version de Suzanne était que Bobby n'avait rien à voir avec ce crime. Mais petit à petit, elle a commencé à modifier ses propos. Et à une personne, elle a déclaré que c'était bien Bobby le coupable. Quand on lui a demandé comment elle le savait, elle a répondu que Bobby le lui avait dit. Mais Susan Berman n'aura jamais l'occasion de raconter sa version. Le 31 décembre 2000, un voisin entend les chiens de Susan aboyer de façon frénétique et il appelle la police de Los Angeles. Ils l'ont retrouvée face contre terre dans sa chambre, avec une balle tirée à l'arrière du crâne. Il est impossible que Susan Berman ait laissé entrer un étranger dans sa maison ce soir-là.
Elle a été abattue par derrière alors qu'elle menait son visiteur dans une pièce au fond de la maison. Elle avait confiance en cette personne. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, ma première réaction a été de penser qu'elle connaissait son agresseur. Bob Durst. Qui d'autre? Il réglait un problème gênant. Il a tué sa meilleure amie pour sauver sa propre peau. C'était un acte sans pitié. Sans pitié. Rien dans la scène de crime ne permet de relier Robert Durst au meurtre de Susan Berman, mais un pistage de sa carte de crédit permet de déterminer qu'il se trouvait dans les environs. La police a retracé l'itinéraire de Bobby depuis Eureka, en Californie, jusqu'à San Francisco quelques jours avant la mort de Susan. Il a ensuite loué une voiture à San Francisco, a roulé jusqu'à Los Angeles, et il se trouvait alors en ville quand Susan a été tuée. Simple coïncidence? Peut-être, peut-être pas. Mais une fois encore, la police a été leurrée. Il faudra attendre de nouveaux événements meurtriers à Galveston pour qu'elle retrouve la bonne piste. Mi-octobre 2001. Les enquêteurs travaillant sur le meurtre de Maurice Black sont incrédules suite à la disparition de leur suspect principal, Robert Durst. Il a payé sa caution et s'est enfui, comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Les policiers de Galveston étaient terrifiés car à ce moment-là, ils se sont rendus compte que Robert Durst disposait de suffisamment de ressources pour partir là où bon lui semblait. La police le recherche à Galveston, mais aussi à New York. Un avis de recherche national a été lancé, mais ça n'a donné aucun résultat. L'histoire du milliardaire travesti accusé de meurtre fait les gros titres de la presse nationale. Effrayé par ce meurtre et ce démembrement sans mobile apparent, tout le monde dans le pays se met à surveiller ses propres voisins. J'ai reçu un appel d'un type qui m'a expliqué que son frère était propriétaire à la Nouvelle-Orléans et que lui aussi avait loué un appartement à une femme qui était en réalité un homme. L'homme se fait appeler Diane Winnie, mais le propriétaire pense connaître sa véritable identité. Il s'est avéré que c'était Robert Durst qui louait l'appartement à la Nouvelle-Orléans. Avec une perruque immonde, comme dans le film Tootsie. Les enquêteurs passent l'appartement de la Nouvelle-Orléans au peigne fin. Les policiers ont trouvé toutes sortes de preuves reliant Bobby à cet appartement et prouvant qu'il s'était fait passer pour Diane Winnie. Ils ont découvert du matériel informatique, un médaillon que Susan avait donné à Bobby et une perruque également. À la Nouvelle-Orléans, il était une autre femme. Il portait une perruque rousse avec les cheveux raides. La police avait la preuve que Robert Durst habitait bien ici et qu'il était arrivé après s'être enfui de Galveston. Il est difficile de savoir si Bob se sent à son aise avec des dessous féminins ou s'il se travestit uniquement pour échapper à la justice. Son déguisement n'est pas franchement crédible. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ça fonctionne. Il a très bien pu venir jusqu'à chez moi, peut-être dans l'intention de kidnapper l'un de mes enfants. Il se peut aussi qu'il ait traqué les membres de sa famille pour les agresser. Tout est possible. Quasiment 7 semaines s'écoulent. Il semble que Robert Durst ne refera jamais surface. Mais juste avant Thanksgiving, la chance sourit aux enquêteurs. À Hanover, en Pennsylvanie, les caméras de surveillance d'un supermarché haut de gamme filment un homme au comportement suspect qui flâne dans les rayons. L'homme a une apparence des plus étranges. Ses cheveux et ses sourcils sont rasés. Il prend un journal, puis flâne de nouveau quelques instants. Il se rend dans le rayon parapharmacie du supermarché où il prend une boîte de pansements avant d'en sortir un. L'homme se dirige ensuite vers les toilettes. Quand il ressort, le pansement est collé sur son visage. Il se rend ensuite au rayon traiteur du magasin, où il choisit un sandwich salade poulet avant de se diriger vers la sortie. Le voleur à l'étalage est arrêté par les gardes de sécurité. Ils appellent alors la police. On lui demande de décliner son identité. Et il utilisait l'identité de Maurice Black, ainsi que son permis de conduire. Mais le numéro de sécurité sociale qu'il fournit est le sien. Et lorsque la police vérifie si aucun mandat d'arrêt n'est lié à ce numéro, une correspondance est trouvée à Galveston, au Texas.
À ce moment-là, ils ont compris qu'ils venaient d'arrêter Robert Durst. L'insaisissable millionnaire est arrêté pour avoir volé un sandwich salade poulet et pain de seigle. Quelle ironie! L'affaire semble bouclée, mais d'autres rebondissements restent à venir. Les enquêteurs comprennent que Robert Durst s'est rasé les cheveux et les sourcils dans l'espoir de ressembler un peu plus au vieil homme de 71 ans dont il a usurpé l'identité. Il avait loué une voiture au nom de Maurice Black. Sa voiture est repérée et à l'intérieur, la police retrouve 37 000 $ en liquide, 2 pistolets de calibre 38 et une grosse quantité de cannabis dans le coffre. Il faut également savoir que Durst avait 500 $ sur lui lors de son arrestation. Dire qu'il s'est fait arrêter à cause d'un sandwich à 7 $. Robert Durst se retrouve en garde à vue. J'ai eu le sentiment, à l'instar de beaucoup de gens, que cette arrestation annonçait la fin d'un triste chapitre de notre vie. Je me suis dit, enfin c'est terminé. Il va enfin payer pour ses actes, et ce, quel que soit le crime pour lequel il serait puni. Quatre mois après la découverte macabre du corps démembré de Maurice Black dans la baie de Galveston, l'accusation prépare son réquisitoire à l'encontre de Robert Durst. Ils voulaient sa peau, tout simplement. Cet homme les avait manipulés comme des bleus. On avait un corps découpé en morceaux, un suspect, de nombreuses preuves trouvées à l'appartement, une tentative réussie de fuite. L'accusation ne pouvait pas rêver mieux. Les policiers de Galveston m'ont dit « Jim, au vu des charges qui pèsent contre lui, c'est dans la poche. » D'après la rumeur qui circule à Galveston, le radin notoire qu'est Robert Durst a dépensé près de 2 millions de $ pour s'offrir la meilleure défense possible. Ce geste fait comprendre à l'accusation qu'elle va devoir déployer tout son talent et ne rien laisser au hasard. On envoie donc des plongeurs de la police sillonner la baie de Galveston afin de retrouver la tête tranchée de Maurice Black. Il était essentiel de retrouver la tête de la victime pour établir la raison ou la cause de la mort. Le détective privé Bobby Baca est engagé par la famille de la victime pour apporter sa contribution. Retrouver cette tête permettrait à coup sûr de voir que l'entrée de la balle se situe à l'arrière du crâne. Et que la victime avait été abattue de la même façon que Suzanne Berman, d'un coup de feu à l'arrière de la tête. Alors que les équipes de plongeurs ratissent la baie, des spéculations apparaissent quant au mobile. Robert Durst est suspecté d'avoir tué uniquement des personnes qu'il connaissait. Alors quel lien le relie à Black? L'une des questions qui aujourd'hui encore me taraude, c'est « Connaissait-il déjà cet homme? Comment était-il devenu son voisin ?» Ces deux hommes ne sont pas devenus voisins à Galveston par hasard. Je n'y crois pas une seconde. Je suis intimement persuadé qu'ils se connaissaient déjà. Certains enquêteurs pensent que Susan Berman est le maillon manquant de la chaîne. Maurice Black était-il membre de la mafia? Était-ce un tueur à gages ou un membre de la mafia juive? Bobby Baca émet l'hypothèse que Maurice Black aurait aidé Robert Durst à tuer sa femme et à dissimuler le corps. La façon dont Cathy a disparu était étrangement similaire à la façon dont les mafieux procèdent pour faire disparaître les corps de leurs victimes. C'est monnaie courante dans cet univers. Les recherches macabres de la tête de Maurice Black sont vaines. La Dream Team de la Défense fait une annonce qui a l'effet d'une bombe. Robert Durst admet avoir tué Maurice Black en état de légitime défense. Oui, il l'a tué. Il l'a tué, puis il l'a découpé en morceaux et l'a jeté dans la baie. Mais c'était de la légitime défense. Ce pauvre homme a été harcelé par des gens qui l'ont suspecté de tout un tas de choses et il a perdu les pédales.
De la légitime défense? Découper un vieillard sur le sol d'une cuisine? C'est le comble de l'outrecuidance. Fin septembre 2003, le procès débute. Tous les éléments du scandale étaient réunis. Argent, pouvoir, travestisme, drogue, alcool. Bref, un joli mélange. L'accusation débute sur les chapeaux de roue. Il disposait de preuves incontestables. Le sang, le sol jonché de taches de sang, les reçus dans les sacs plastiques, les morceaux de corps, les adresses. Étape par étape, les terribles circonstances du meurtre et du démembrement de Maurice Black sont reconstituées. L'accusation a présenté au jury un scénario monstrueux et plutôt inédit à cette époque. Les avocats prétendent qu'un violent passage à tabac a précipité le meurtre de Maurice Black. Avant d'être tué, Maurice a été victime d'une attaque cardiaque. Il avait de nombreux bleus sur le corps, du sang dans les poumons et des coupures un peu partout. You can't take the iceberg away from the Titanic, and you can't take away what he did to Maurice Black. La scène qui a été décrite était insoutenable, notamment le long processus du découpage du corps. Things like what this killer did just are never gonna make sense. Lorsque l'accusation conclut son réquisitoire, le sort de Robert Durst semble scellé. Il a essayé de dissimuler le crime. Il s'est pas présenté au tribunal. Tout ça a joué contre lui. On ne prend pas la fuite quand on est innocent. L'accusation s'est montrée convaincante, mais Bob Durst n'abandonne pas. Ses avocats vont se lancer dans une prestation qui va changer toute la donne. Lors du procès pour meurtre accusant Robert Durst, l'accusation vient de terminer un réquisitoire convaincant. C'est à présent au tour de la défense qui n'est pas en reste. This case is not about what Bob Durst did after Maurice Black died. La stratégie consiste principalement à blâmer la victime et à transformer Robert Durst, le tueur psychopathe, en un homme appréciable. Ses avocats ne faisaient jamais référence à leurs clients comme Monsieur Durst, mais ils disaient plutôt « mon ami Bob, ce bon vieux Bobby ». Ils voulaient nous inciter à le prendre en pitié. J'ai assisté à ce genre de scénario des milliers de fois. La technique est toujours la même, abjecte. Transformer l'accusé en victime et faire de la victime un véritable monstre. La défense prétend que Maurice Black avait un caractère de chien et que Robert Durst souffre du syndrome d'Asperger, une forme modérée d'autisme qui engendre un comportement parfois étrange. Les avocats l'ont appelé à la barre, ce qui a été un véritable coup de génie. Il allait devoir s'expliquer quant au démembrement du corps, mais en aucun cas sur un éventuel assassinat. Il s'en est sorti haut la main. Il déclare au jury que le jour du meurtre, il a trouvé Maurice Black dans son appartement et qu'il était armé. Maurice Black savait que Robert Durst possédait des armes chez lui. Durst a dit que Maurice Black a saisi l'un des pistolets pour le menacer et qu'ils se sont ensuite battus avec l'arme entre eux deux. Robert Durst assure que le coup est parti accidentellement et a touché Maurice Black au visage alors qu'il essayait de se défendre. Durst a prétendu qu'il avait paniqué et qu'il avait eu peur de ce qui se passerait si la police débarquait et trouvait un corps dans son appartement. Sa version plaidait la légitime défense. Mais sachant qu'il était suspecté pour d'autres crimes, il savait que ça ne jouerait pas en sa faveur. Il s'est senti obligé de dissimuler le corps. Assurant qu'il était sous l'emprise de l'alcool et de drogue, Robert Durst narre de façon détaillée au jury la dernière et monstrueuse étape. Il se souvient seulement avoir nagé dans une mare de sang. Il ne se rappelle de rien, excepté qu'il a dû démembrer ce corps dont il voulait se débarrasser. Il s'est montré brillant. Si je devais un jour tuer quelqu'un, je le prendrais comme avocat. Le jury délibère pendant 26 heures insoutenables.
Quand les délibérations durent aussi longtemps, on se demande ce dont les jurés peuvent bien parler et ce qui les empêche de prendre leurs décisions. Mr. Foreman, I understand you have a verdict. Will you hand it to the bailiff? Après 4 jours, le jury rend son verdict. Will the defendant please rise? Will the jury find the defendant, Robert Durst, not guilty? Quand le verdict est tombé, Bobby Durst a été encore plus surpris que moi. J'étais dépitée. Je me suis simplement dit qu'il s'en était encore tiré. J'ai failli m'écrouler par terre. On dirait qu'en matière de justice, cet homme est intouchable. J'étais sous le choc. J'en croyais pas mes oreilles. Les forces de police du Texas nous avaient pourtant assuré que le procès était, je cite, « gagné d'avance ». Il n'a pas été inculpé pour avoir découpé un corps, ni pour aucun autre crime. Si le jury ne reconnaissait pas Robert Durst coupable de meurtre, aucune autre condamnation n'était possible. Le jury a certainement pensé que la scène réunissait 2 personnages peu recommandables, dont l'un armé d'un pistolet, et que tous les scénarios étaient possibles, y compris celui de la légitime défense. C'était une impasse. Robert Durst purge à peine 3 ans de prison pour possession d'armes à feu, non-présentation au tribunal et falsification de preuves. Il vit désormais en homme libre. En 2006, Bob Durst cesse légalement tout rapport avec sa famille et bénéficie d'un dédommagement de 65 millions de dollars. De quoi s'acheter plein de nouvelles robes. Alors, si une étrange femme souffrant de mutisme s'installe près de chez vous, restez sur vos gardes. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.